Et donc des mots pesés et mesurés, les mots d'Emmanuel Macron pour parler de troupes au sol en Ukraine, même s'il a été largement récusé par ses alliés occidentaux. Et puis des paroles aussi de Vladimir Poutine qui a parlé de menaces réelles de guerre nucléaire. Il a averti les Occidentaux contre ce risque-là en cas d'escalade du conflit en Ukraine. C'est le discours à la nation tenu par le président russe. François Soulage, Marie Darmaniak, Émile Ackermann. Marie Darmaniak, sur cette question des propos d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il s'est un petit peu trop avancé ? Mais j'avoue que je ne suis pas sûre que ce soit ça. Il a dit ça, donc il a évoqué l'envoi de troupes au sol. Il a ensuite été effectivement désavoué par toute la communauté internationale, Scholz, le Pentagone, l'Italie, le Vatican avec le cardinal Parolin, qui lui veut absolument privilégier l'option de la diplomatie, disons, mais ça c'est le rôle du Vatican éternel, si je puis dire. Après, on voit aussi du côté de, par exemple, d'Ursula von der Leyen, qu'elle aussi a un discours assez guerrier. Elle parle de l'industrie de défense européenne, de créer en fait une force. L'idée, c'est de créer une force de défense européenne pour faire suite à celle de pour contrebalancer peut-être celle de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est un de ses arguments de campagne pour sa réélection. Je parle d'Ursula von der Leyen. Je me suis demandé quand même si c'était pas aussi une espèce de ballon d'essai pour essayer d'habituer l'opinion publique à cette idée d'envoi de troupes au sol, en sachant que la France est quand même l'armée qui dispose de la force nucléaire, et ce qui explique la réponse de Vladimir Poutine. En fait, ça s'adressait à la France. Quand on parle de nucléaire, ça s'adresse quand même à la France. Donc, je ne sais pas. Il faut savoir aussi que des troupes françaises, ça c'est Alain Bauer qui l'aurait expliqué sur, je ne sais plus sur quelles ondes, très récemment. Il y en a déjà, en fait. Il y a des Français en Roumanie depuis le début de la guerre. Il y a des militaires français qui entraînent les Ukrainiens. Alors, ils ne tirent pas, mais enfin, ils sont quand même en appui tactique assez important et réel, et ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Le seuil de belligérance est-il franchi ? Ça, c'est une question. C'est très subtil. Là, ça devient franchement subtil. Exactement. Ouais. Émile Ackermann. Écoutez, moi, je ne suis pas forcément aussi qualifié pour parler de l'Ukraine, mais effectivement, j'ai pas trop envie de nous retrouver dans une guerre nucléaire comme toutes les personnes de mon âge. On n'a pas envie de se retrouver au front. Je reste très circonspect par rapport à l'intention d'Emmanuel Macron de faire cette déclaration. Est-ce que c'était juste un test pour voir jusqu'où iraient les alliés ? En tout cas, le test a été fait, puisque tous les alliés ont dit que c'était hors de question pour l'instant. Moi, je trouve ça effectivement plutôt rassurant, sans que ça enlève effectivement notre devoir moral de soutenir l'Ukraine face à la Russie de la meilleure manière qui soit. Aujourd'hui, c'est par les armements et par les entraînements, comme vous avez dit. Et je pense qu'on doit continuer, et l'opinion publique est largement majoritairement en faveur de ce soutien. Est-ce que ce serait pas problématique justement de poser la question d'envoyer des troupes, puisque ça pourrait faire basculer l'opinion publique vers de l'autre côté, ce dont personne n'a envie aujourd'hui. Maintenant, ça serait aller jusqu'au bout de la logique du soutien. Oui, mais le président de la France a avant tout aussi une responsabilité envers ses citoyens français, de protection des citoyens français. Et donc voilà, c'est un fin équilibre subtil en même temps, devoir moral de protéger l'Ukraine qui est envahie par un dictateur sanguinaire, et en même temps de protéger ses citoyens français qui n'ont pas envie de se retrouver au milieu d'une guerre nucléaire. François Soulage. Je pense que le président, en disant cela, d'abord, rappelons qu'il l'a fait sans prévenir ses alliés. Donc moi, je pense que c'est plus une réaction pour montrer combien la situation nécessite probablement de changer de format, parce que la situation est grave, et que donc le fait de dire on va envoyer des troupes, c'est me montrer que la situation devient encore plus grave que ce qu'on imaginait, et qu'il va falloir trouver des solutions plus fortes. Je ne suis pas certain que ce soit la volonté absolue d'envoyer des troupes, mais je pense que c'est plutôt de dire il faut qu'on passe à un stade supérieur. Il y a là un vrai danger. Poutine est un vrai... Enfin, n'oublions pas qu'il a dit aujourd'hui qu'il fallait qu'on batte Poutine. C'est quand même un gros changement par rapport à il y a 2 ans. Non, je crois que l'erreur qu'il a commise, c'est de le faire sans prévenir ses alliés, moyennant quoi les alliés disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et réagissent. Je ne crois pas que ce soit une décision, dire on va y aller forcément un jour, c'est de dire il va falloir qu'un jour on pose cette question. Et là, je pense qu'il a raison. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que l'issue diplomatique en l'état actuel
va résoudre. L'issue diplomatique, c'est que le Donbass restera russe, que la Crimée restera russe, que probablement les Russes profiteront d'un affaiblissement de l'Ukraine pour gagner encore du terrain. Donc moi, je trouve que la réaction de fond du président est bonne, que la forme et la proposition elle-même soient discutables, ça c'est possible. Mais il a raison de dire, attention, c'est grave, c'est extrêmement grave. Surtout quand on voit qu'aux États-Unis, ça peut être un Trump qui raconte qu'en 24 heures, il fera la paix avec Poutine. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump lâchera l'Ukraine. Et ça, le président Macron dit, c'est pas possible. Il y a un risque que l'Ukraine soit lâchée. Ah ben oui, et là, le président Macron, là-dessus, il en remet une couche en disant, on ne peut pas la laisser tomber. Donc de ce point de vue, je crois qu'il a raison. Après, la forme, oui, bon. Enfin ça, c'est les aléas d'une diplomatie. Ben justement, je trouve que la voie diplomatique est un peu oubliée en fait dans ce discours assez guerrier. Effectivement, il y a un changement de braquet par rapport à il y a 2 ans où il essayait justement un petit peu de calmer le jeu, notamment vis-à-vis des Américains. Donc ça, c'est un vrai changement. Je suis pas sûr qu'il soit suivi par l'opinion publique. Je crois que des sondages montrent une assez forte majorité notamment de Français qui ne veulent pas envoyer de troupes au sol. Gabriel Attal qui dit l'Ukraine est au cœur de l'Europe. Non, l'Ukraine est aux confins de l'Europe. Il faut quand même aussi, c'est de la géographie de base. On peut pas raconter n'importe quoi non plus, surtout quand on est Premier ministre. Donc je pense que est-ce qu'il a été désavoué, est-ce qu'il a été surpris? Il n'a pas construit. En plus, c'était un peu curieux parce que Emmanuel Macron a eu cette sortie juste après une conférence sur l'Ukraine. Donc c'est une espèce d'erreur. Enfin, c'est assez incohérent en fait. C'est assez curieux comme. Il y a quelques hésitations. Après, juste une dernière chose. Marie. Je pense que sur l'opinion publique est lassée, l'opinion publique européenne est quand même aussi engluée dans des problèmes personnels. Alors je peux les énoncer puisque voilà, effectivement, l'inflation, le coût de la vie. La difficulté de vivre quand même pour beaucoup de familles qui passent de classe moyenne à classe pauvre quand même. On est quand même dans un grand bouleversement socio-économique de la société française et européenne. C'est la même chose un peu en Italie que je connais un petit peu. Il y a effectivement l'insécurité, une immigration dont la crise migratoire reprend les proportions de celle de 2015. Donc il y a énormément de problèmes à gérer en interne, en France et en Europe. Et puis on voit aussi l'aide, les milliards quand même qui ont été donnés en aide à l'Ukraine. On a vu dans les couloirs du salon de l'agriculture des agriculteurs qui intervenaient en disant à Emmanuel Macron « mais tous les milliards que vous donnez est pour nous », en sachant, juste c'est une petite incise sur le problème agricole, que les céréales ukrainiennes, qui sont massives quand même, l'importation est massive, sont exemptées de droits de douane. Alors, il y a quand même un conflit entre l'intérêt national et purement européen dans chacun des pays, parce que les protestations sont dans tous les pays, et l'intérêt supranational. Il y a un vrai conflit quand même, interne à cet énorme conflit. Il y en a plusieurs, voilà. François Soulages, là-dessus précisément, et puis peut-être Émile Ackermann. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il n'aurait pas fallu que le président prenne cette position. Simplement, j'essaie de comprendre pourquoi. Précisément parce que c'était à la sortie d'une réunion où il a dû probablement avoir le sentiment que les choses n'avançaient pas. Et donc, je pense qu'il a voulu bousculer, que ce ne soit pas habile, je suis d'accord avec vous. Mais j'essaie de comprendre pourquoi il a fait cette erreur. Voilà. Mais Marie dit que c'est moins une priorité que d'autres priorités. Le conflit armé aujourd'hui serait dans une impasse. Parce qu'on a un Poutine qui est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est dans ça que je pense que la proposition en tant que proposition d'une armée est probablement une erreur. Mais je l'explique par le fait qu'il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine se laisser manger actuellement comme elle est en train de le faire, ou en tout cas de risque de le faire, par la Russie, parce que là, il y a un danger majeur pour les démocraties. Est-ce que vous craignez que les budgets qui seront dévolus à l'armement, s'il faut muscler l'appareil militaire, est-ce que ça se fera au détriment d'autres postes, l'éducation, le social? Aujourd'hui, inévitablement, ça sera le cas. On ne pourra pas faire autrement. Donc, toute la question est de savoir quel est l'enjeu de l'augmentation de ces dépenses militaires. Et la France ne pourra pas le faire toute seule. C'est là où est l'erreur. Le président, il ne peut pas avancer tout seul. Il faut qu'il y ait au minimum un consensus de l'ensemble des alliés. Sinon, ça n'a pas de sens. Or là, en prenant cette décision sans en parler, il crée une vraie difficulté. Il hypothèque le fait que le sujet soit traité de manière commune. Oui, je pense que ça c'est et de répartir l'effort entre tous les pays européens. Ben oui, parce que les réactions immédiates contre ces déclarations font reculer le consensus sur ce qu'il faut faire. Et je crois que ça, par contre, c'est pas habile. Émile Ackermann ?
On sait que Emmanuel Macron se rêve un petit peu en sauveur de l'Europe, voire du monde. Il a toujours voulu, il a toujours voulu avoir un rôle majeur au sein des conflits. S'il pouvait régler le conflit israélo-palestinien et ukrainien d'un coup de baguette, il serait très très content. Donc moi, ça m'étonne pas. Je pense pas que ce soit malhabile. Je pense que c'est pas non plus calculé, mais que ça correspond très très bien au personnage de donner des grands coups dans la fourmilière pour redonner une place à la France, la place qu'il estime devoir être centrale. On passe au conflit Israël-Gaza. Le président américain Joe Biden, qui avait dit cette semaine espérer un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, est revenu sur cette affirmation. Il a déclaré que la pause dans les hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date. Et donc, on est dans une situation qualifiée quasiment d'extrême. Si je prends certains propos, la vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante. C'est ce qu'a dit le chef des affaires humanitaires de l'ONU, parmi d'autres propos du même type. Et puis on parle de 30 000 morts à Gaza. C'est ce qu'a dit le Hamas, il faut le préciser. C'est la source du Hamas qui parle sur ce conflit. Semble-t-il, il y a une forme aussi d'impuissance de la communauté internationale sur le sujet. Marie Darmaniak. Alors, vous parlez de chiffres du Hamas. En fait, ce qui m'a étonné, c'est que ceux du Pentagone sont sensiblement les mêmes. Donc de chaque côté du conflit, les chiffres sont les mêmes. Il y a effectivement, j'ai vu, selon l'ONU, 2,2 millions de personnes qui sont menacées d'une famine de masse dans la bande de Gaza. Donc, il y a plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens qui ont été tués dans cette campagne militaire menée par Israël depuis le 7 octobre, en sachant évidemment que c'était une riposte au programme du 7 octobre. En fait, on a l'impression que là aussi, la diplomatie est piégée, avec une volonté de revanche de la part d'Israël qui a été profondément humiliée, je pense, dans tous les domaines de la vie sociale et collective. Et puis, en face, une situation humanitaire absolument dramatique, y compris même pour les chrétiens, d'ailleurs, à Gaza. Moi, j'ai vu que le pape François appelle tous les jours la petite paroisse de Gaza qui sert un peu de refuge. Et pour savoir où ils en sont, il manque de tout. Et on a vu justement à propos d'aide humanitaire, il y a eu un largage, je crois, d'aide, et puis il y a eu des incidents absolument dramatiques avec une centaine de morts. Les gens se précipitaient pour avoir la moindre denrée, même sans eau, sans rien, sans médicaments. Et il y a eu des tirs des soldats israéliens sur la foule. Il y a une centaine de morts. Alors ils disent qu'ils se sont sentis menacés. En tout état de cause, quand même, c'est un conflit qui est en train de dégénérer. On ne sait pas exactement où va Benyamin Netanyahou. En fait, le problème, c'est ça. Même s'il reste limité, il y a des élections en Iran, c'est un grand enjeu, mais ça reste aujourd'hui limité au territoire qui est concerné. Oui, pour l'instant. Pas d'extension. Au Liban, quand même, il y a beaucoup d'incursions. Au Liban, le sud-Liban souffre énormément. Un pays qui était déjà extrêmement mal, en faillite, en difficulté sur le plan politique, économique, sur le plan social, tout. On se surajoute une guerre au sud-Liban qui a vocation à s'étendre. Il y a eu des frappes sur Beyrouth. Émile Ackerman. Oui, il faut rappeler effectivement que pareil, les frappes sur le Liban sont aussi des ripostes par rapport à des tirs et des attaques du Hezbollah. Malheureusement, c'est très très dur aujourd'hui de s'exprimer avec nuance sur ce sujet, sans tomber dans une empathie sélective, sans tomber dans une forme de hiérarchisation des vies. Quand bien même les chiffres du Hamas seraient à diviser par 2 ou par 3, ça reste une catastrophe humanitaire sans nom. Et je pense qu'il faut vraiment prendre un moment pour se rendre compte de ce que c'est la perte de toutes ces vies civiles innocentes. Quand bien même on prendrait les chiffres de l'armée israélienne qui parlent il me semble, 12 000 combattants tués, ça reste une bonne moitié... Côté Hamas. Côté Hamas, effectivement. Ça reste une bonne moitié de civils. Et quand même on pourrait... voir que au niveau du ratio de frappe, de bombardement, ça reste un ratio qui est entre les frappes de bombardement et les morts civiles, ça reste un ratio qui est un ratio normal dans les guerres. Ça n'empêche pas que ça reste... C'est-à-dire quoi un ratio normal dans les guerres ? C'est-à-dire que dans les guerres, pour avoir une bombe larguée, un mort civil, c'est rien du tout, entre guillemets, par rapport à d'autres guerres qu'on a pu voir. De l'autre côté, ça n'empêche qu'une mort est une mort. Et qui est une mort civile, en tout cas, est totalement à déplorer. Je ne pleurerai pas, en aucun cas, les morts du Hamas, qui, pour moi, sont des personnes qui sont allées trouver
leur destin le 7 octobre. Par contre, toutes les morts civiles, effectivement, c'est un vrai désastre. Je ne comprends pas où Benjamin Netanyahou veut aller. Et aujourd'hui, on voit que l'objectif de la guerre qui était d'éradiquer le Hamas a changé, puisque les communications officielles d'Israël n'estiment plus aujourd'hui pouvoir être en capacité d'éradiquer totalement le Hamas. On sait que les dirigeants du Hamas essayent d'ailleurs même maintenant de fuir vers Rafah. On a vu qu'à l'intérieur même de la société palestinienne à Gaza, il y a eu des formes de mini-émeutes quand les personnes ont vu les noms des dirigeants du Hamas sur les listes des personnes qui devaient fuir vers Rafah. Donc même à l'intérieur de la société palestinienne, on assiste à un changement. Des personnes qui se rendent compte que le Hamas n'a pas amené quelque chose de positif à Gaza, sans que ça veuille dire pour autant qu'il tombe dans les bras des Israéliens. Mais je pense que ce qu'on est aujourd'hui en droit d'espérer, c'est un cessez-le-feu, c'est le retour des otages et surtout un changement de gouvernance totale du point de vue du côté israélien comme du côté palestinien. Et j'espère que de là émergera, que au moins des décombres émergera les camps de la paix, émergeront les camps de la paix. Il n'y a que ça qu'on peut se permettre avec le fait de pleurer bien sûr les morts civiles. Que souhaitez-vous que devienne la bande de Gaza en fait, idéalement, si on peut parler d'idéal? Idéalement, je pense que si la guerre doit au moins servir à quelque chose pour que toutes les morts ne soient pas des morts en vain des deux côtés, c'est bien que de paver la voie vers la paix et que Gaza devienne aussi un État palestinien, un État qui devra être démilitarisé, qui devra offrir une garantie de sécurité à Israël, bien sûr, mais on ne peut pas. Israël n'a pas d'intérêt du tout à reprendre la bande de Gaza dont il s'était séparé en 2005, et les Palestiniens n'accepteront pas de vivre sous le joug militaire, encore une fois, et d'être des citoyens de seconde zone. Donc il faut une gouvernance palestinienne, des acteurs de la paix, des personnes à qui on peut travailler. Il faut tourner la page du Hamas. La question, c'est évidemment qui. C'est toute la question. François Soulage. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les morts côté palestinien ne font que renforcer l'aura que le Hamas peut avoir, et probablement n'avait pas d'ailleurs au démarrage, parce que l'action terroriste du Hamas, c'est probablement pas du tout la population de Gaza, c'est un groupe particulier. Et donc, aujourd'hui, je crains qu'on renforce le Hamas en faisant ce qui est aujourd'hui ce désastre humanitaire. Moi, il me semble que la seule solution aujourd'hui, c'est d'une part imposer un cessez-le-feu et d'autre part, bien entendu, la libération des otages, pour qu'il y ait une discussion qui puisse s'ouvrir. Mais la poursuite de l'action militaire, elle ne fera que renforcer. Comme vous dites, les patrons du Hamas, ils sont plus là. Une partie, ils sont déjà évacués. D'ailleurs, une bonne partie sont déjà dans le Qatar, dans quelques hôtels de luxe du Qatar. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils sont tout aussi pourris que l'autorité palestinienne, de ce point de vue. Et donc, on renforce une image du Hamas qui ne débouchera sur rien. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et donc, obliger le Hamas à faire la libération des otages en échange d'un cessez-le-feu, ça permettrait probablement d'ouvrir un dialogue. Le Hamas a refusé, justement. Joe Biden est revenu sur son projet de cessez-le-feu parce que le Hamas a aussi refusé le projet de Joe Biden de cessez-le-feu, de libération des otages en échange d'un cessez-le-feu. Oui, tout à fait. Donc là, mais justement, il faut pousser le Hamas dans une impasse pour montrer que ce n'est pas lui qui sera mais on a le sentiment que ce soit côté Israël ou côté Hamas, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une séquence punitive. Le Hamas pour essayer de souder la population avec lui et Israël pour aller jusqu'au bout d'un but de guerre qui reste un peu hypothétique. Oui, mais c'est bien là l'impasse. C'est qu'aujourd'hui, on renforce les deux camps, qui sont deux camps guerriers, qui sont deux camps dans lesquels la vie humaine semble ne pas compter. C'est absolument dramatique. Marie Darmaniak. Oui, non, moi j'ai rien à rajouter. Effectivement, je pense qu'il faut que le gouvernement israélien change. Ah oui. Et j'ai vu qu'il y a quand même eu aussi des manifestations des Israéliens contre Netanyahou. Donc là, il y a une vraie situation interne à régler en Israël. Et puis il y aura aussi je pense, du point de vue israélien, une série de remises en question il faudra aussi qu'ils rendent des comptes sur ce manquement du 7 octobre, ce manquement à la sécurité. Oui, et je pense que le 7 octobre aussi remet en question le statu quo qui était que ce que Netanyahou avait vendu à la population israélienne, qui était qu'il ne sentait pas le conflit en fait au quotidien, qu'on peut se promener en Israël en se sentant totalement en sécurité, parce qu'il a renforcé entre autres le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne et l'idée qu'il y a un État palestinien, et il a vendu ça aux Israéliens en disant ça va vous garantir la sécurité, le fait qu'il n'y ait pas d'État palestinien. On a vu que c'est faux et que la paix passera par la création d'un État palestinien, encore une fois démilitarisé, qui offre une garantie de sécurité aux Israéliens, mais elle passera par l'État palestinien. Il n'y a pas d'autre solution juste à mes yeux.
Ah oui, moi je suis absolument d'accord avec vous. Je crois que la solution des deux États est le seul moyen d'arriver à s'en sortir. Pour peu qu'il y ait la viabilité des deux États. Parce que ah oui, parce qu'actuellement... c'est toute la question. Parce que deux États sur le papier qui ne peuvent pas... non, actuellement, dont l'un c'est ne peut pas vivre, c'est difficile. Non, actuellement, là, c'est il pas faudra que ce possible. soit Quand sans. on va en Cisjordanie, on se rend compte que c'est actuellement pas tenable. Voilà, il y a une question aussi d'humiliation de la population palestinienne qui effectivement, c'est un espèce de cercle vicieux. Il faut rompre le cercle. Et il faut aussi, à mes yeux, prendre en compte ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est viable aujourd'hui en tant qu'État palestinien, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et les compromis, c'est des choses qui ne rendent pas du tout heureux les deux côtés. Et en ce sens, le plan Trump, qui montrait plein d'archipels palestiniens, etc., aurait été un début, quand bien même ça aurait été une humiliation pour la population palestinienne qui ne garantissait pas que le camp palestinien soit extrêmement heureux et pas de retour des réfugiés, mais il avait le mérite, en tout cas, de proposer quelque chose qui était potentiellement qu'on pouvait mettre en place directement. Et si Donald Trump repasse aux États-Unis, donc pour l'Ukraine, on a compris que la chose serait compliquée pour Israël-Gaza, ça changerait ? Les positions de Donald Trump sur Israël-Gaza sont assez changeantes du point de vue du vent. Il n'a pas vraiment de ligne directrice. Ce qui compte pour Donald Trump, c'est Donald Trump. Donc ça dépendra de par où le vent tourne à ce moment-là. C'est à ce point, parce qu'il a quand même pris des décisions et il a reçu un soutien assez fort de la communauté juive aux États-Unis, quand même. Oui, des décisions chaque, on dit. Il a reçu un soutien très fort de la population orthodoxe aux États-Unis, parce que 80% des juifs aux États-Unis ont voté contre Donald Trump, mais 80% des juifs orthodoxes aux États-Unis ont voté pour Donald Trump. Donc c'est la société juive, la population juive aux États-Unis est quand même, encore une fois, majoritairement démocrate. Un dernier sujet, si on a le temps, on a quelques minutes, c'est le statut de l'imam. Vous savez, c'est ce que désire créer Gérald Darmanin, une fédération de l'islam inspirée des protestants. Il a plaidé pour cela, pour une meilleure structuration de ce qui est perçu comme la deuxième religion du pays. On n'a pas forcément de statistiques réelles là-dessus, mais en tout cas, il a lancé la seconde session des travaux du Forum pour l'islam de France, le FORIF, et donc il veut avancer sur ce terrain. C'est un vieux sujet depuis Jean-Pierre Chevènement, la question de la structuration de l'islam en France. On a un peu l'impression que c'est un serpent de mer quand même. Il y a des choses à dire sur la question. Allez, Émile Ackerman. Moi, je ne crois pas du tout à la structuration de l'islam. Je pense que nous, de notre point de vue au niveau juif, on a eu le consistoire créé par Napoléon, qui a été fait pour en fait étouffer un petit peu le judaïsme français de l'époque, et dont aujourd'hui on ressent encore les conséquences. C'était fait pour revenir sur les acquis de la Révolution. Ça n'a pas du tout rendu service aux Juifs. Ça a été une forme d'assimilation forcée qui venait d'une forme de méfiance à l'égard de la population juive. Aujourd'hui, de vouloir reproduire la même chose pour l'islam... Mais personne ne conteste le consistoire aujourd'hui, ici ? C'est-à-dire conteste dans quel sens ? Considère que c'était une erreur historique ? Ah bah si, en tout cas nous de notre côté les juifs qui ne font pas partie du consistoire, on estime que c'était pas forcément très très utile. Aujourd'hui, le fait de structurer l'islam du point de vue d'en haut de l'État, je n'y crois pas du tout, puisqu'encore une fois, si c'est l'État qui choisit qui sont les acteurs légitimes ou non, on n'a aucune garantie que les acteurs qui sont choisis sont des acteurs qui représentent véritablement les populations et les communautés musulmanes, parce qu'il n'y a pas une communauté musulmane, il y en a plusieurs, de France. Et en tout cas, ça n'a pas marché pour l'instant. On peut pas dire qu'il y a eu de grands succès. Et quand on voit les imams aujourd'hui qui sont présents sur les plateaux télévisés, à mes yeux, ce sont pas du tout... Les musulmans se sentent assez humiliés, parce que c'est pas du tout des représentants des personnes qui sont actuellement en fait en train de prêcher dans les mosquées dans lesquelles la majorité des musulmans pratiquants vont. Donc moi, j'y crois pas à cette structuration d'en haut. Je pense que c'est une erreur de vouloir prendre le sujet comme ça. On avait calé aussi les sujets de l'expulsion de l'imam Majoubi et Hussein, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler la formation des imams est un enjeu fondamental. La formation, autant la structuration, je suis d'accord avec le rabbin, mais la formation des imams, qu'on ne laisse pas devenir imam n'importe qui. Ça, par contre, c'est un enjeu formidable. Et c'est à l'État de s'en occuper. Je ne vois pas qui pourrait s'en occuper autrement. Pour l'instant, c'était l'Institut catholique de Paris qui avait fait un geste. Oui, mais justement, je m'appuie plutôt... sur ce que fait l'Institut catholique de Paris, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, et les imams qui en sortent sont des gens formés, ils ne racontent pas de n'importe quoi. Mais sur le terrain, moi j'habite à Nanterre, aujourd'hui sur le terrain, ils racontent n'importe quoi, les imams. Oui. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc là, il y a une urgence quand même. En fait, il y a les formations des imams. Une grande majorité des imams sont formés au Maroc et ont
et ont justement des liens avec la France parce qu'il n'y a pas assez d'imams en France, il n'y a pas assez de mosquées, il n'y a pas assez d'imams en France, et donc ils les font venir. Donc il y a un enjeu de formation des imams en France, mais à mes yeux, encore une fois, c'est aux musulmans de s'en occuper, c'est pas à l'État. On a une séparation des églises et de l'État, des religions et de l'État, et c'est très bien comme ça. C'est aux musulmans de s'en occuper, et c'est pas à l'État d'aller voir et d'aller regarder dans la formation des imams. Et encore une fois, après, une fois qu'on a un imam qui dit quelque chose, qui dit n'importe quoi, alors effectivement, il faut sanctionner. Mais est-ce que l'État est fondé à dire que l'imam dit n'importe quoi? C'est ça. Quand il dépasse le cadre de la loi. Oui, de la loi civile. L'appel au terrorisme, par exemple. Quand Mais il la s'attaque liberté directement, d'expression, chaque fois. Tout à fait. Là, c'est un marqueur. Mais sur le fond, c'est difficile de. Voilà, quand ça met en jeu la paix civile. C'est ce que Exactement. Mais je vois pas en quoi la formation des imams décidée par d'en haut, donc par une administration d'État, changerait les choses. Il est évident qu'on aurait encore des influences étrangères, etc. Bon. Et que ça continuera. Oui. Allez, c'est un dossier qu'on aura l'occasion de retraiter. Merci beaucoup à tous les trois. Marie Darmaniac, journaliste, le rabbin Émile Ackermann et François Soulage, ancien président du Secours catholique. Merci beaucoup et bon week-end.